Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est un homme d'expérience, il est commandant de police et ancien du RAID. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Devrette, vous avez une expérience au sein de la police et en particulier dans le maniement des armes à feu. Oui, j'ai une quarantaine d'années de police derrière moi maintenant. Et en 1989, j'ai eu la chance, parce que j'avais très envie et c'était une de mes passions, je suis devenu moniteur de tir. J'ai fait un petit stage de 10 semaines pour devenir moniteur de tir et moniteur en technique d'intervention. Les GTPI de l'époque, donc voilà. Depuis, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la réglementation. Je m'en suis occupé, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine et j'ai fait de la formation, jamais en formation initiale, mais toujours dans la formation continue. J'ai toujours fait travailler mes collègues. J'ai toujours eu à cœur de m'entraîner et d'entraîner les autres. Vous êtes aussi tireur sportif depuis plus longtemps que ça, puisque vous êtes entré dans la police en 1981. Tout à fait. Mais vous écrivez que vous avez commencé le tir depuis que vous en avez eu le droit. Ça veut dire quoi? Depuis vos 9 ans, je crois? Non. Aujourd'hui, c'est 9 ans. Alors, moi, c'était pas 9 ans, parce que j'allais dans un stand de tir en province, dans le Nord, et je traînais beaucoup. Je ne mendiais pas, mais j'étais très demandeur d'essayer les armes, surtout si on pouvait me donner quelques munitions avec l'arme en question, vu que j'avais pas trop d'argent. J'avais une quinzaine d'années. Voilà. Mais comment ça vous est venu, cette passion du tir? Eh bien, je n'en sais rien, parce que j'ai dû jouer quand j'étais tout enfant au cow-boy et aux policiers, comme tout le monde. Mais la différence, moi, ça m'est resté. Donc j'ai continué sur ce domaine qui m'a toujours intéressé finalement. Et je me suis toujours documenté, j'ai toujours beaucoup lu et expérimenté. Et derrière ce livre, il y a une histoire. Vous avez décidé non pas de faire un livre sur le RAID, vous êtes resté 8 ans, mais sur le tir, sur la technique du tir. Oui, alors sur la technique du tir, alors pourquoi, oui, je suis resté 8 ans au RAID, effectivement. J'ai pas fait de livre sur le RAID, il y en a plein, il y en a beaucoup, disons. Et en revanche, sur le tir, sur ma vision du tir, je pense que c'est le seul. Dans ce domaine, c'est vraiment le livre que j'ai écrit, c'est le livre que je voulais lire. Voilà. C'est un livre où il y a beaucoup de moi et je pense que c'est un livre qui est moderne. Il n'est pas très épais parce qu'il n'y a rien sur les armes à l'intérieur. Hein, ça, c'est quelque chose, c'est important. C'est pas un catalogue. Je ne conseille rien comme arme. J'ai mis juste ce que je savais faire et comment je le fais faire et comment j'aimerais que certains... Enfin, si ça peut donner des bonnes idées à certains, ça serait vraiment une réussite, ce livre. Alors, c'est un bilan, vous dites, avant d'être une méthode. Oui. C'est la somme, finalement, de tout ce que vous avez appris et compris sur le tir au terme de toutes ces années dans la police. Vous parlez d'un laboratoire, vous écrivez « Tout ce que je vous propose a été testé, essayé ». C'est le fruit de l'expérience. Absolument. Et c'est pour ça que ça a une vraie valeur. Alors, tout ce que j'écris, je le fais, je l'ai testé, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, c'est pas forcément abouti toujours, mais ça c'est pas grave, parce que c'est vraiment l'esprit de la méthode. L'esprit, c'est tester, essayer, entraînez-vous. Et alors, vous écrivez aussi que ce bilan, justement, est subjectif, et c'est la raison pour laquelle ce livre s'intitule « Ma méthode ». Absolument. J'assume tout ce que j'écris. La méthode par elle-même, il n'y a pas de secret. Il y a juste une sorte de recette pour que les ingrédients qui sont dedans se mélangent pour un tout... plus ou moins homogène. Mais ça, c'est pas grave, hein, s'il reste des grumeaux dans mon gâteau, parce que, justement, c'est ça qui va peut-être donner du goût ou l'envie de recommencer, d'essayer, etc. Alors, il y a un premier grumeau qu'il faut forcément avaler. Ouais. Malheureusement, on va faire durer le suspense sur cette méthode qui est la vôtre et que vous présentez dans ce livre. C'est finalement les prérequis, les généralités, les fondamentaux du tir. D'abord, qu'est-ce qu'une arme de poing ? Alors, une arme de poing, c'est une arme qui sera probablement aujourd'hui un revolver ou un pistolet, à un ou plusieurs coups, qu'on utilise à une main ou qu'on tient à deux mains, mais c'est une arme qu'on tient à la main. Par définition, une arme de poing, c'est une arme qu'on a dans la main, dans le poing. Donc c'est un pistolet ou un revolver. Tout à fait.
Alors, dans les versions pistolet, il y a des pistolets à un coup, des pistolets à plusieurs coups. Enfin, il y a aussi, toujours dans le cadre de la réglementation, alors, ou le revolver, le système à barillet, ou le système à chargeur. Même si, comme je vous dis, il y a des pistolets à un coup, des pistolets à poudre noire, des pistolets à air comprimé, etc., à un ou plusieurs coups. Enfin, voilà. Il y a une jolie collection d'armes et les généralités pour les armes, ce sont celles-là. Alors, je voulais quand même rappeler rapidement les fondamentaux du tir. Donc, 4 règles que tout tireur connaît. Alors, j'espère que tout tireur connaît. Ce sont les 4 règles de sécurité. Ça, c'est incontournable. Et quel que soit l'outil qu'on utilise, quel que soit le contexte, quel que soit le moment de l'entraînement, de la pratique, qu'on soit professionnel ou qu'on soit privé, qu'on soit amateur éclairé ou amateur débutant, les 4 règles s'imposent à tout le monde. Une arme doit toujours être considérée comme chargée. Absolument. On garde l'index hors de la queue de la détente tant que les organes de visée sont poignés sur objectif. Oui. On ne doit engager un objectif, on ne doit laisser une arme pointée volontairement ou non vers personne que l'on veut engager, détruire, ça c'est l'expression américaine. Et enfin, on doit être sûr de son environnement. Voilà, de son environnement, de l'environnement de la cible. C'est ça, voilà, tout à fait. Alors, venons-en à votre livre, à votre pratique. Alors, question pratique, justement. Vous, que vous mettez à la fin du livre, j'ai été assez étonné, mais par où commence-t-on quand on est débutant? Parce que ce livre s'adresse au grand public. Par où commencer? La chose la plus simple, c'est d'aller dans un stand de tir. Un stand de tir doit être agréé par la Fédération française de tir et faire un cours d'essai ou demander un cours d'initiation pour voir déjà si l'arme et la pratique intéressent réellement. Et surtout, c'est aussi le sujet principal du livre, c'est pour démystifier. Le tir qu'on fait dans un stand de tir, c'est du tir de précision, c'est ni passionnant, ni facile, sans être difficile particulièrement. Et il y a un travail sur soi et sur la pratique très important. Ça peut prendre des semaines, des mois pour avoir un résultat passable. Donc on commence par le tir de précision? On commence par le tir de précision. On commence, si possible, normalement dans un stand de tir, tout de même, vous n'avez pas le choix, avec des armes de petit calibre, air comprimé, voire 22 longs Yves, donc des armes de très petit calibre, faciles à maîtriser. Ça, c'est la première chose. Et parallèlement, on peut très bien, si on a un jardin, un garage ou un appartement, tout en respectant les règles de sécurité, faire un tir avec de l'airsoft ou de l'air comprimé. Alors, vous faites un plaidoyer, vous consacrez un plaidoyer à l'airsoft, justement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors l'airsoft, c'est un outil qui est absolument fabuleux, même s'il y a ses limites, pour s'initier au tir, pour initier les autres, pour s'amuser en toute sécurité, ou presque, et à un coût minime. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, parce que je pense aux particuliers qui n'a pas forcément les moyens de s'entraîner tout le temps, qui n'a pas accès facilement à un stand de tir, qui peut y aller le week-end, qui a des obligations familiales. Chez lui, s'il a une petite arme de poing, à l'airsoft en particulier, pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, il peut avoir un matériel complet et commencer à faire du tir, à s'entraîner, à pratiquer, à s'amuser. Enfin, à faire plein de choses qu'il ne pourra de toute manière pas faire au stand de tir. Alors, il y a de nombreuses illustrations et également des tableaux que je montre à la caméra pour justement choisir dans quel cas utiliser un airsoft, dans quel cas privilégier d'autres outils. Et c'est vraiment une approche, on dira, holistique, pour faire intellectuel, mais en tout cas cohérente, complète, tout à fait. Avec tous les outils, pour des cas qui sont précis, rigoureux, choisis en fonction de l'usage et de la pratique qu'on veut en faire, de l'entraînement qu'on veut en avoir. Tout à fait. L'airsoft permet de sortir du stand de tir et de s'entraîner quand même, et il permet aussi de tester et de s'amuser. Alors je rappelle toujours, les règles de sécurité doivent être impérativement respectées, mais l'airsoft ne nécessite par exemple que le port d'une paire de lunettes.
pour éviter un ricochet dans l'œil qui pourrait très important, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui va être les protections auditives, les protections balistiques, classiques. Je conseille même, par exemple, contrairement à ce qu'on peut voir effectivement sur Internet, sur certains sites, par exemple, de systématiquement porter des manches longues pour faire du tir quand on est au stand de tir, pour éviter les brûlures et la pollution aussi du corps par les résidus de tir, les résidus chimiques. Voilà. Oui, le tir, c'est pas comme au cinéma, vous en parlez au début de votre livre. Tout à fait. Voilà, c'est pas que des cascades, des postures abracadabrantesques. Tout à fait. Alors, ces postures, on peut les pratiquer à l'airsoft en revanche. On peut tester. C'est l'avantage de l'airsoft, c'est qu'on peut improviser sans prendre de risques. Ce que vous ne pouvez pas faire dans un stand de tir, ce que vous ne pouvez pas faire avec une arme véritable. En revanche, on peut très bien imaginer copier, on va dire, par exemple, les westerns et faire du tir, peut-être pas sur un cheval si on n'a pas les moyens, mais sur un vélo ou faire tirer un petit ballon en passant en planche à roulettes, pourquoi pas. Là, on peut s'amuser. Ludique. Ça peut être très ludique et ça peut être très instructif. Vous donnez 3 qualificatifs qui sont absents de votre titre. Ma méthode de tir à l'arme de poing, c'est vraiment sobre, mais vous vous expliquez dans votre livre et vous dites donc que votre méthode est ludique, démystifiée et économique. Tout à fait. Alors, c'est surtout pour l'airsoft. L'airsoft, c'est pas très cher. Et je crois que j'ai fait un petit comparatif de prix. Le rapport du tir à l'airsoft avec une arme réelle, il est de 1 à 10 ou voire même de 1 à 100 peut-être, suivant les munitions qu'on utilise. Donc, on peut s'entraîner pour moins cher ou s'entraîner plus pour le même prix. C'est-à-dire beaucoup plus. Donc, on peut accéder vraiment à des formes de tir. Quand je parle de tir de riposte, de tir à une main, ce qu'on appelle le tir de défense en général, à l'airsoft, c'est très facile. Il suffit d'avoir une boîte en carton, une boîte à chaussures avec un petit peu de papier dedans qui sert de cible. Et avec ça, on peut tirer assis, couché, debout. L'aspect démystification, parlez-nous-en un peu plus. Pourquoi le réalisme, ça reste l'objectif de votre méthode aussi? Tout à fait. On peut faire un tir très réaliste à condition qu'on connaissent les limites de l'airsoft. Effectivement, l'airsoft, il n'y a pas de recul. L'airsoft, à quelques mètres, la bille va tomber par terre. Je rappelle que une arme en airsoft, la puissance est limitée à 2 joules maximum. On peut même acheter, je conseille même d'avoir des armes les moins puissantes possibles pour faire le moins de dégâts possible, c'est-à-dire dans le mur, dans le vase, etc. S'il y a ou dans les vitres, les objets qui peuvent être fragiles. Ouais. Et pareil, sur un ricochet qui peut revenir. Donc, moins l'arme est puissante, mieux ça vaut. Et on peut aussi donc faire des tests, ce qu'on ne peut pas faire quand on est dans un stand de tir. Par exemple, je parle de films comme Matrix ou comme Hit, par exemple. On connaît tous le film, ou le héros, et c'est super bien. Moi, j'aime beaucoup. Je me laisse aller au jeu. Sans être dupe, le héros qui court dans la rue sur plusieurs centaines de mètres avec une arme, qui n'est pas essoufflé quand il arrive, qui vise, qui tire et qui n'est pas sourd, qui n'a pas d'acouphène quand il vient de tirer, parce que la réalité c'est ça, la vraie réalité. Donc on peut faire des tests, courir avec une arme de poing, avec un airsoft on va pouvoir courir dans son jardin, tirer sur une boîte en carton, tirer sur notre boîte en carton et regarder le chrono ou regarder l'adversaire potentiel. La boîte en carton, en fait, on est très contraint dans un stand de tir et vous insistez sur la nécessité de s'entraîner en dehors. Tout à fait. De mettre en place des scénarios ou faire de la précision. Alors là, plus ça a l'air comprimé, parce que l'airsoft, c'est aussi la limitation de l'airsoft. C'est pas super précis. Donc un tireur sportif habitué à avoir des armes de qualité, quand il tire à l'airsoft, il est forcément déçu. Parce que la bille peut circuler bizarrement. Ça marche avec du gaz, donc quand le gaz s'épuise dans le chargeur ou dans la sparklette, la bille tombe un petit peu, mais ça ce sont les contraintes du matériel. Mais quand on les connaît, on fait avec et on sait que il ne faut pas vouloir faire une superbe précision, mais en revanche, tirer des ballons, tirer très loin, tirer vers le haut dans l'escalier, vers le bas, vers la cave, on peut essayer, on peut s'amuser, on peut jouer avec l'environnement. Jouer avec l'environnement et puis avoir les idées plus claires sur la dangerosité d'une arme, sa portée, sa manière de s'en servir. Alors, vous parliez du matériel.
c'est le premier des 3 piliers de votre méthode, le cœur de votre livre. 3 piliers, le matériel, la technique et la législation. Tout à fait. Commençons par la connaissance de l'arme. Alors la connaissance de l'arme, ça fait partie aussi, et je l'écris c'est pour moi aussi la 5e loi de la sécurité avec une arme. Connaître son arme, connaître les autres armes permet d'être plus à l'aise et moins dangereux. J'ai mis quelques petites questions. Alors, je l'ai fait exprès, hein, dans le livre, il y a quelques petites questions, et il n'y a pas forcément les réponses dans le corps du livre. C'est-à-dire que c'est l'esprit du livre. Je pose des questions, je lève des sujets, et trouvez la solution vous-même. Hein. Il faut chercher, voilà. Par exemple, dans quel sens tourne le barillet d'un revolver ? Oui, c'est un livre qui est destiné à la pratique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, pratiquer, entre les... Tout à fait. Voilà. Vous avez raison, entre la lecture, la réflexion et la pratique. C'est plus pratique sur sans réflexion, ça ne sera pas suffisant pour moi. Le matériel, donc ce premier pilier, inclut aussi, selon vous, la manipulation, les manipulations de base de l'arme. Absolument. Le rechargement. La gestion, alors le chargement, la mise en œuvre de l'arme, la mise en sécurité de l'arme, qu'on peut faire normalement tout le temps, dans toutes les occasions, dans le noir, avec des gants, sans gants, en difficulté, en stress, sur une jambe, tout ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut répéter. Et je reviens, pareil, de la même manière, l'airsoft va pouvoir permettre à la maison de manipuler et de réfléchir au fonctionnement de l'arme, en toute sécurité, sans être contraint par une arme véritable dans un stand de tir où il y a des tireurs de chaque côté, des tireurs sportifs qui sont là aussi pour faire leur exercice et leur pratique, qui seront peut-être dérangés de voir un individu qui manipule mal ou voilà. Alors, en revanche, le deuxième pilier qui est le tir proprement dit, a une part de pratique et de rigueur très forte. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec l'airsoft, qui est vraiment là, cette fois, les positions... À chaque fois, il faut naviguer... Entre les deux. Entre l'arme véritable et l'airsoft et l'air comprimé même. Il ne faut pas hésiter vraiment quand on en a la possibilité, parce que c'est pareil, c'est un livre qui s'adresse aussi peut-être à des pratiquants qui n'ont pas trop les moyens, qui vont peu faire du tir au stand de tir parce que ça coûte cher, parce que peut-être que le stand de tir il est loin, il est ouvert que le week-end et que peut-être qu'on a autre chose, on a une vie de famille, etc. Donc on peut travailler peu au stand de tir, mais d'un autre côté, à l'airsoft, réviser, pratiquer, faire des essais, qu'on ne pourra pas faire de toute manière au stand de tir. Et on doit, toujours comparer et confirmer même la pratique de l'airsoft au stand de tir. Ne pas perdre ces réflexes qu'on a acquis en centre de tir. Tout à fait. Dans la pratique. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on doit utiliser l'airsoft avec beaucoup de rigueur. Alors l'airsoft, la facilité de l'airsoft donne aussi une sorte de décontraction qui, pour moi, peut être préjudiciable. C'est-à-dire qu'on est aussi rigoureux avec une arme d'airsoft, avec une arme air comprimé, peut-être même avec une arme factice. Moi, j'enseigne avec des armes, je fais des démonstrations avec des armes factices, qui sont des morceaux de caoutchouc. Alors là, on arrive à un point qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de dire qu'avant, quand vous avez débuté dans la police en 80 et après, il y avait existait un système de balles en plastique qui n'existe plus aujourd'hui. Tout à fait. Et qui, du fait de sa ressemblance en fait avec les balles classiques, je pense, était interdit pour cette raison-là aussi. Alors, c'est une des raisons, effectivement, et c'est un système qui ne marchait qu'avec les revolvers. Donc, c'était un petit embout de caoutchouc qui était propulsé par une cartouche sans poudre, uniquement avec l'amorce, et qui était relativement douloureux, qui était loin d'être létal, mais qui pouvait être assez dangereux. Mais qui avait justement l'intérêt de proposer une pratique du tir beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche. C'était un tir réaliste, non dangereux, mais effectivement, la confusion était possible avec une cartouche véritable. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes entré dans la police, dans la pratique du tir, justement au sein de cette institution? Alors, le fait d'avoir une ou deux armes de poing, donc aujourd'hui on tire au SIG 20-22, c'est l'appellation de l'arme, donc un pistolet automatique en 9 mm, ou au Glock
qui est aussi un pistolet automatique en 9 mm, a réduit les possibilités de connaissance des armes. Mes moniteurs de tir de l'époque, moi-même, nous avions accès dans les années 90 à beaucoup plus d'armes, à un panel d'armes beaucoup plus large, des revolvers, des pistolets automatiques. Et la simplification et l'unification vers un seul modèle, à éroder cette connaissance. Et également le fait que les policiers n'ont plus le droit d'être armés 24/24. Alors, si, aujourd'hui, les policiers ont le droit d'être armés, hors service, donc, depuis les attentats de 2015, le droit est revenu. Nous, on avait un droit qui était... la doctrine, en fait, s'est inversée. Alors, la doctrine s'est inversée, c'est-à-dire que, effectivement, quand je suis rentré dans la police dans les années 80, c'était évident qu'un policier était armé, point. Aujourd'hui, en fait, on considère que il faut qu'il soit en service. Alors, oui, le policier doit être en service, sauf s'il fait une demande spécifique pour porter son arme hors service. Alors, beaucoup de policiers portent leur arme hors service avec une demande spécifique. Et ça, c'est aussi une évolution de la mentalité, de la manière de percevoir l'arme dans le métier. Alors, revenons-en donc aux 3 piliers. Le 3e, enfin, qui est la mise en situation. Tout à fait. Et le tir, ce que vous appelez le tir de discernement. Absolument. Savoir sur quoi tirer, mais aussi savoir sur quoi il ne faut pas tirer. Absolument. Le tir de discernement, c'est le tir le plus passionnant et le plus difficile dans tous les domaines du tir. On peut faire du tir de vitesse, on peut faire du tir sportif de vitesse, ça existe. C'est-à-dire tirer très vite, très efficacement sur des cibles, sans aucune contrainte que de toucher la cible. Dans le respect des règles de sécurité, j'y reviens toujours. Après, le tir de discernement, c'est mettre en place des scénarios qui racontent une histoire, vraie, fausse, ahurissante ou très prosaïque, peu importe, et apprendre à gérer cette histoire. Et ça, c'est du travail de policier ou de professionnel armé, mais ça peut être aussi un exercice pour un particulier qui veut s'amuser et qui veut apprendre à réagir sur une situation, quelle qu'elle soit. C'est même pas parler d'autodéfense, mais c'est du discernement. Du discernement, c'est de refaire le film Règlement de compte à hockey choral, pourquoi pas, avec des revolvers en airsoft, et voir comment on fait, comment ça se passe, quelle est la difficulté de mettre en place une histoire. Et plus l'histoire est compliquée, quelque part, moins on a la possibilité de tirer, et pourquoi pas faire... Moi, j'ai fait des exercices en formation où le scénario faisait qu'on pouvait ne pas tirer. Parce que dans l'histoire, il y avait un protagoniste dangereux qui n'était plus lu. L'histoire voulait qu'il soit sorti du site, etc. Donc on ne tirait pas forcément. On faisait une progression, on ne tirait pas. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui permet de s'amuser beaucoup quand même. C'est quelque chose, donc à la fin du livre, sur lequel vous revenez sur le stress, sur la mise en situation réelle, et vous battez en brèche une idée reçue sur le stress qui voudrait qu'on perde ses moyens, et vous expliquez qu'en fait, c'est aussi une augmentation de la force. Tout à fait. Et une incapacité à sentir vraiment sa propre force. Tout à fait. Alors, le stress, c'est une réalité. Le meilleur moyen de combattre le stress, dans tous les domaines que l'on connaît, c'est la préparation. C'est la préparation en amont. Et le stress sera amoindri. La violence du stress apparaît surtout quand on subit une action. Quand on subit à 100%, alors il y a plein de domaines où on va subir, et peut-être que si on est un peu entraîné, on va pouvoir aller au-delà de ce stress. En sachant que, effectivement, le stress, quoi qu'il arrive, il y a eu des études très précises, et c'est ce que je raconte aussi, c'est que le stress, on perd les moyens de faire du travail en finesse. C'est-à-dire qu'on va... Vous dites, on peut abattre un arbre sous stress, mais on ne peut pas coudre un bouton. Absolument. Le travail fin, pour des raisons physiologiques de base, c'est-à-dire que le sang s'éloigne des extrémités, et l'adrénaline augmente la force. C'est-à-dire qu'on ne sent plus sa force au sens propre. Et effectivement, on peut faire un travail, on va dire, basique au niveau des gestes, mais certainement pas un travail fin. Et c'est pour ça que le tir, si on veut être bon en tir, il faut avoir des basiques qui soient vraiment maîtrisés pour pouvoir les refaire, quelle que soit la circonstance.
y compris en cas de stress. Alors peut-être qu'en cas de stress extrême, n'importe qui ne pourra pas réagir, mais ça permet d'apprendre à gérer cette quantité de stress et aller le plus loin possible dans la réaction, j'allais dire, positive. Et non subie. Ouais. Pour conclure, on comprend en fait à la lecture de votre ouvrage que vous avez aussi souhaité rétablir des vérités qui circulent de façon erronée sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Si on devait résumer, qu'est-ce qui fait que votre méthode est originale ? L'utilisation de l'airsoft, ça c'est la première chose, parce que ça j'y crois. Je parle bien des limites de l'airsoft dans le livre aussi, hein. Je ne suis pas dupe, mais c'est mélanger l'entraînement à l'airsoft, l'entraînement avec armes réelles, c'est tester, beaucoup s'amuser. Le côté ludique, il faut le garder, sinon on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on ne s'entraîne plus. C'est la même chose pour tout le monde. Et on progresse moins, ou on se bloque sur certains. Et ne pas hésiter à se remettre en cause, à ne pas croire tout ce qu'on dit, et rester surtout, alors ça j'en parle peu, enfin, je pense que ça transparaît quand même dans le livre, c'est qu'au niveau matériel, c'est pas la peine d'avoir des supports électroniques énormes, des applis, du matériel sophistiqué. Certaines sobriétés. Voilà, la sobriété, l'efficacité. Et en plus, dans ce domaine, chacun peut trouver ce qu'il y cherche. C'est-à-dire, on peut avoir juste un petit revolver de cow-boy pour s'amuser une fois de temps en temps. Ou avoir un gros matériel, ou toute une collection, etc. Enfin bon, c'est vraiment un domaine de liberté qui existe encore dans le domaine du tir, et pouvoir tester et s'amuser. Voilà, entraînez-vous, amusez-vous, et tout ira bien. Donc c'était Ma méthode de tir à l'arme, écrit par le commandant de police Philippe Devred chez Mareuil Éditions. Merci mon commandant d'être venu nous merci voir. À vous, merci de votre accueil. Merci.